Alors non, personne m'a jamais fait de critique négative. Je pense que les gens se le gardent pour eux. En revanche, sur les collabs, c'est vrai que très très souvent ils me disent j'adore votre site, j'ai candidaté parce que j'adore votre site. J'en avais une fois qui m'a dit j'ai appelé ma mère pour lui dire mais tu vois ça peut être bien un site de cabinet d'avocat. Parce qu'elle était d'origine canadienne et je pense que peut-être qu'il y a plus d'innovation, j'en sais rien. Et j'ai eu du mal à faire comprendre à l'agence que j'avais recrutée à l'époque que je voulais quelque chose de différent. C'est-à-dire que je me souviens très bien ce moment, pourtant je leur avais dit, je veux quelque chose de différent. Et je me souviens très bien ce moment où ils m'ont dit mais tu penses pas qu'on pourrait te mettre en photo derrière ton bureau limite en robe quoi. Enfin c'était limite si le mec me proposait pas la balance pour illustrer le cabinet. Enfin voilà. Donc non, je pense que c'est bien de s'autoriser à s'enlever les barrières, à penser en dehors des barrières. Salut Fleur. Salut Louis. Très content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on se connaît parce que je bossais chez Anomia, on s'était croisés à ce moment-là. Et on ne peut pas te louper quand on voit ton site web. Moi, je fais des sites internet, donc forcément, très vite, j'ai capté le cabinet. Tu as une très belle identité, vous avez un beau cabinet qui marche bien. Et déjà, j'ai eu personne sur ton secteur d'activité sur le cheat code pour le moment. Et c'est pour ça que l'idée de cet épisode, c'était de t'accueillir parce qu'on se connaît un petit peu et c'est toujours plus sympa. Et en plus de ça, tu as un très beau parcours. Je voulais qu'on en parle, qu'on aille un petit peu dans le détail sur ce que tu construis. J'ai beaucoup de gens aussi qui me parlent de ta communication, ta manière de développer ton cabinet. Et quand c'est bien fait, faut le relever. Et donc, c'est l'idée de cet épisode. Donc, en parallèle de ceux qui écoutent et qui sont sur un ordinateur, allez regarder sur LinkedIn, sur leur site web Fleurus Avocat. Vous allez voir, il y a une très belle communication. On a à côté la personne qui s'occupe aussi de gérer tout ça. Et donc, tu n'es pas toute seule, mais c'est aussi l'idée d'en parler. Je te laisse te présenter, Fleur, présenter ton cabinet, ton parcours. Et après, j'ai plein de questions sur ce que tu fais et comment tu te débrouilles pour que ça marche aussi bien. Ok, merci pour cette présentation et l'invitation à aller voir ce qu'on fait. On le fait pour que ce soit vu, lu et on y reviendra sans doute, mais on a une mission un peu aussi de pédagogie sur les sujets qu'on traite, donc c'est sympa si les gens vont visiter et lire ce qu'on fait. Donc je suis Fleur Jourdan, je suis la fondatrice du cabinet Fleurus Avocat. Qui est un cabinet spécialisé en droit public et en éthique des affaires. C'est ça la baseline du cabinet. Et en gros, ça veut dire qu'on fait du droit public et de la compliance. Okay. Ça, c'est ce que je fais actuellement. Et mon parcours, il est un peu atypique puisqu'en fait, j'ai commencé comme juge administratif. Donc, j'étais juge à Bastia. Administrative de Bastia. Ensuite, j'ai été pendant 7 ans directrice générale adjointe, enfin directrice juridique, puis directrice générale adjointe d'une grosse collectivité territoriale, la région Île-de-France. Donc, j'ai vu en fait un peu tous les métiers du droit, le magistrat, le directeur juridique, et puis je suis devenue avocate dans différents cabinets, jusqu'à créer mon propre cabinet d'avocat, en fait, riche de toutes ces expériences que j'avais vécues. Attends, alors, tu vas nous raconter un peu Bastia j'ajoute, que je suis mère de 3 enfants, parce que c'est important de ça. Pour eux. C'est clair. C'est clair. Et puis c'est important, je pense, pour ceux qui écoutent, de se dire, putain, mais comment elle arrive à gérer. Mais c'est l'idée de voir ça. Alors, tu étais juge à Bastia Mathieu, ça, je le savais même pas. Je crois que tu me l'avais dit rapidement, mais je me souvenais même plus. Pourquoi tu as choisi de faire ça ? Et comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as appris de ça ? Est-ce que ça t'aide aujourd'hui ? Alors évidemment, oui, ça m'aide aujourd'hui. Donc, j'étais à Sciences Po, j'ai passé les concours administratifs, l'ENA, administrateur de l'Assemblée nationale, etc. Enfin, il y a un concours spécifique pour devenir conseiller de tribunal administratif, donc juge administratif. Donc j'ai réussi ce concours. Je suis allée à Bastia pour des raisons personnelles, parce que je suis née là-bas, puis parce que c'était sympa. Et c'était une super expérience d'ailleurs, mais qui n'a pas duré très longtemps, qui n'a duré que 2 ans. J'ai appris beaucoup de choses, et notamment j'ai appris à raisonner, parce que intellectuellement c'est vraiment un métier hyper stimulant, parce qu'on a des dossiers, on traite des questions de droit, donc j'ai appris la rigueur du raisonnement juridique, parce qu'en fait, quand tu as un problème, t'es magistrat, t'es face à un problème de droit, il faut vraiment le qualifier sérieusement, et puis surtout apprendre à décider. Tu dois trancher quand t'es magistrat.
quand tu es conseil juridique, tu peux un peu contourner, voilà. Ça, c'est la tu vois. réponse, mais il y a aussi ça aussi. Exactement, construire plusieurs hypothèses, avoir on y reviendra peut-être sur le legal design, mais avoir peut-être un wording un peu flou, où on comprend tout et son contraire et ce qu'on a envie de comprendre surtout. Ouais. Mais quand tu es magistrat, tu n'as pas le choix, tu dois trancher. Et c'est vrai que c'est une école intéressante, surtout quand moi j'avais 26 ans, donc voilà, donc c'était intéressant et puis surtout avec beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur. Ça dépend du Conseil d'État. On est super bien formé à rédiger de manière rigoureuse, à avoir des raisonnements juridiques qui sont bien décrits, qui coulent bien. Et quand on écrit, on se rend compte aussi peut-être un peu des failles du raisonnement. Donc voilà, donc 2 ans super formateurs dans une bonne ambiance. C'était sympa à Bastia. Tu m'étonnes, ça va être sympa. Pas si dangereux que certains pourraient le penser. Et voilà. Après, c'est un métier très solitaire. Ouais. Vraiment, très solitaire et un peu frustrant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a frustrée parce que on arrive sur de la décision a posteriori. On dit juridiquement, c'est bon, c'est pas bon. Mais on participe pas à la décision et ça m'a frustrée. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. On a jugé de la légalité d'un plan local d'urbanisme 2 ans après. On avait face à nous une mairie, c'était la mairie de Bonifacio, qui nous expliquait que c'était hyper difficile de construire et pour les habitants de Bonifacio de se loger. Donc ils avaient imaginé un truc qui était vraiment intelligent mais malheureusement illégal. Donc on leur a dit salut, c'est illégal, tu peux recommencer tout ton travail. Donc c'est un peu frustrant. Je me suis dit, en fait, je préférerais être à sa place qu'à la mienne. Ok. Et donc c'est pour ça que je suis partie dans une collectivité, justement. Du coup, pour plus défendre des projets plutôt que les... Voilà, exactement. Pour participer à un collectif. C'est quoi, c'est une opportunité qui t'est tombée dessus? C'est allé le chercher quand même en disant... Oui, alors je voulais revenir à Paris parce que bon, d'accord, c'était bien, mais bon, c'était un peu loin. Et donc du coup, je regardais. C'est le réseau en fait du Conseil d'État qui m'a permis d'accéder à ce poste-là. Et je me suis vraiment éclatée pendant 7 ans. Je suis restée là-bas. Donc là, autre positionnement. C'était toujours dans le domaine juridique, avec des enjeux énormes, notamment en matière de marché public, puisqu'en fait, je gérais tous les marchés publics de la région, enfin, sur le plan, bien sûr, juridique, pas sur le plan opérationnel, mais vraiment des enjeux financiers hyper importants. Et surtout, j'ai appris le management parce qu'en fait, c'est une énorme collectivité. Moi, j'avais beaucoup d'agences sous ma responsabilité. Et donc, j'ai appris à conduire des projets, à manager des équipes. Je faisais moins de droit, c'était le sous-jacent, mais on va dire, j'étais moins dans la manipulation du raisonnement juridique. Au service de ceux qui dirigent chez les politiques, dans ce genre de collectivité. Donc, il y a des décisions, il faut les appliquer, il faut les mettre en œuvre. J'avais un directeur général des services, donc mon N+1, qui me disait tu peux pas me dire qu'on peut pas faire, il faut que tu me dises comment faire. Et ça, pour un juriste, c'est hyper formateur parce que c'est vrai que souvent, que ce soit dans les entreprises ou dans les collectivités, on a cette vision du juriste qui empêche de faire, qui dit toujours non, etc. Moi, c'était vraiment un no-go, donc je faisais pas des notes en disant tu peux pas faire. C'était comment tu peux faire, comment on peut faire juridiquement. Ok, trop bien. Parfois, c'est une prise de risque parce qu'on n'a jamais la solution parfaite juridique, sur le plan juridique. C'est une évaluation du risque qu'on peut prendre ou pas. C'est marrant parce que c'est l'inverse du schéma classique. Bon, juge déjà, c'est déjà très atypique parce qu'il faut y arriver. Mais c'est l'inverse. C'est-à-dire souvent, commence avocat et puis après, derrière, on va en direction juridique parce que soit on n'en peut plus, soit on a envie de voir autre chose. Et là, du coup, toi, tu fais l'inverse. Et qui, moi, me semble encore plus pertinent, par contre, dans le réel, dans le quotidien. C'est-à-dire, je suis avocat, je ne sais pas forcément quels sont les besoins de mon client. Alors que quand tu es en direction juridique, tu t'en fous du besoin de l'avocat. Donc là, tu as développé une vraie connaissance sur qu'est-ce qu'ont besoin les directions juridiques. Côté juge, j'imagine que tu as appris plein d'autres choses sur peut-être la gestion, enfin tes connaissances en droit, etc. Et du coup, est-ce que, tu vas me dire, oui, j'imagine, ça t'est venu naturellement de vouloir créer ton câble en te disant, tiens, c'est souvent mal fait, c'est mal géré. Enfin, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences d'un côté où tu t'es dit, on n'est pas si bien accompagné et moi, je le ferais mieux et je peux le faire? Ou c'est plus de dire j'avais envie de changer de côté et changer de vie et passer sur le côté avocat?
Alors non, moi j'aimais bien mes avocats, hein. En général, les avocats avec lesquels je travaillais, j'en étais satisfaite et sinon je pouvais changer, hein, donc il n'y a pas de... euh, mais en revanche, j'ai quand même retenu en tant que du côté client un certain nombre de leçons par rapport aux productions des avocats. Et j'en parle souvent d'ailleurs à mes équipes et c'est pour ça qu'au cabinet, on a beaucoup développé le legal design. Mm, Parce que moi, quand j'étais directrice juridique, j'avais peu de temps, enfin DGA, j'avais peu de temps à consacrer à la lecture d'une note d'avocat. Je leur faisais confiance, qu'en général, c'était des gens en lesquels j'avais confiance, etc. Mais voilà, ils allaient me produire une note de 10 pages. Moi, j'allais directement à la conclusion. Ce qui était en gras, ça m'allait pas. Tout ce qui était avant, je ne le lisais pas. C'est-à-dire, je ne challengeais pas ce qui est tout le raisonnement qui fait le sel de notre métier, où on va citer des jurisprudences, délayer notre réflexion, notre raisonnement syllogistique en 3 temps, etc. Moi, je m'en foutais, j'allais directement à la... Voilà. Et puis, s'il y avait des arbitrages à faire, effectivement, j'essayais de comprendre. Et alors, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis, à mes collaborateurs. Le client, alors ça dépend si le client il est juriste comme moi j'étais, ou s'il n'est pas juriste, c'est encore deux positionnements différents, mais il faut se mettre à sa place. Et qu'est-ce qu'il veut Il veut avoir quelque chose de rapide, dans lequel qui lui inspire confiance. Hein. Évidemment, ça repose sur des jurisprudences, des raisonnements, une interprétation de la loi, etc., tout ce qu'on sait faire. Mais ça n'a pas besoin d'être très écrit. Et quand on fait des schémas, moi j'ai déjà fait l'expérience, j'ai un client, j'ai fait une note de 20 pages, je lui fais un tableau récap avec un arbre de décision. Ouais. Bah, la réunion de débrief, on l'a passé sur le tableau. Et je suis sûre à 100%, et c'était pas un crétin, et c'était pas un idiot, et qu'il n'a pas lu la note. Ouais. Voilà. Par contre, l'arbre de décision qui représentait tout ce qu'il y avait écrit dans la note, ça, il l'a lu. Et à la fin, on avait une décision, on a continué le projet. Et donc, nous, ça nous rassure d'écrire beaucoup parce que c'est comme ça qu'on a été formés. Et voilà, ça nous rassure tout simplement. Mais en réalité, c'est pas de ça que les clients ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'avoir les conclusions du rapporteur public précises. Nous, on en a besoin effectivement pour apporter une réponse la plus certaine possible. Est-ce qu'on a vraiment besoin de leur montrer ça? Alors, vous allez me dire si pour la facturation, parce qu'effectivement, facturer un tableau ou c'est plus difficile que facturer une note de 20 pages. Ouais. Ou en tout cas, facturer un certain prix, quoi. Mais là, j'imagine du coup que tu fais les deux. En fait, tu as ta note bien complète pour eux de baquer sur des sujets précis s'ils ont besoin d'aller en profondeur. Et puis tu as effectivement ce document. Alors oui et non, parce que le legal design, c'est aussi une position. C'est-à-dire que dès le départ, il faut quand même se poser la question de la présentation. C'est pas je fais une note et puis je la traduis en legal design. Okay. Le mieux, c'est quand même de le penser dès le départ comme un raisonnement sous forme de legal design. Ça ajoute du travail au final en réalité. Ça Oui, t'ajoute du taf en fait. Oui, exactement. C'est juste qu'à la fin, ça paraît moins, mais c'est juste que c'est synthétisé et réfléchi pour que tout le monde puisse l'ingérer et l'utiliser. Et donc ça marche pour les directeurs juridiques, mais ça marche aussi en contentieux, parce que les magistrats, ils sont comme tout le monde. Enfin, moi, quand je raconte ma vie de magistrate, combien de temps je consacrais quand je suis arrivée chez Gilles, un de mes collègues qui m'a dit mais tu penses que là, le magistrat, il va y passer combien de temps sur mon dossier, sachant que lui, il avait dû facturer, je pense, 150 heures depuis le début du dossier. Je lui dis, en fait, c'est simple, il y a une règle, un magistrat administratif, normalement, il passe 1 jour sur un dossier. Une journée seulement. Donc, c'est comme ça que c'est comptabilisé. Et lui, pour lui, il m'a dit, mais c'est pas possible, moi, j'y ai passé des heures carrées. Alors, bon, le travail est pré-mâché normalement par les avocats, etc., où tu vas avoir des pages et des pages d'écriture. Ça paraît difficile que le mec consacre une journée à tout lire, à se faire une opinion, rechercher lui-même ses jurisprudences, rédiger une décision. Ça paraît invraisemblable, mais pourtant c'est ça. Donc les magistrats, ils n'ont pas non plus énormément de temps à consacrer au dossier. Donc faire des petites présentations chronologiques où on va reprendre les faits, par exemple. Alors en plus, ça permet d'orienter un peu la présentation, mais ça on le fait toujours, même quand on écrit. Quand tu écris, c'est pareil. Faire des présentations, comme je disais, sous forme de décision, des présentations graphiques, par exemple d'un montage contractuel ou des choses comme ça, ça peut lui faire gagner énormément de temps. Et franchement, honnêtement, je pense qu'il nous en saura gré autant qu'un client, quoi.
Sans pour autant, j'imagine que c'est pas la recette magique pour gagner à chaque fois, mais pour autant, Ah non, j'imagine non, il qu'il faut avoir un bon dossier. Trop bien. Comment toi tu définis, parce que tu en parlais, on en profite, je fais un aparté avant de continuer sur ton parcours, mais comment tu définis toi un peu le legal design et comment tu es tombé là-dedans justement? Parce que c'est une notion qui est relativement... Alors on en entend parler depuis pas mal de temps, mais je trouve que entre... bon, il y a eu la vague de l'IA où on voit que de l'IA, mais en réalité il y a quand même une vague de legal design qui s'est développée sur les 3 dernières années, beaucoup plus importante que ça a pu l'être avant. Comment t'es rentré là-dedans? Bah, tout simplement, quand j'étais chez IH, on avait des réunions d'associés où on se répartissait un peu tout ce qui, voilà, les nouveautés, et on a commencé à parler de legal design. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Je dis, bah, moi, ça m'intéresse, je prends. J'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'ai trouvé ça vraiment intelligent, en fait. Enfin, on enfonce un peu des portes ouvertes quand on se dit qu'il faut se mettre à la place du client. Enfin, ça paraît être enfoncé une porte ouverte, dire quelque chose d'assez bateau, mais en fait, non, ça change complètement son rapport à la production, son rapport au raisonnement et son rapport au livrable. Donc c'est là que j'ai commencé à me saisir du sujet. Moi, j'en avais un peu parlé à mes autres associés. Ben, il y en a certains qui m'ont dit non mais attends, nous en fait on fait des trucs sérieux, donc donc ça nous intéresse pas. Donc on avait un peu mis ça sous le boisseau. Puis en plus l'idée c'était bon, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on se forme, enfin voilà, une fois que tu t'es dit bon, je m'intéresse à ce sujet, j'aimerais bien en faire, bah la question d'après c'est comment je me mets à en faire. Donc du coup après j'ai suivi un peu des formations en ligne, des choses voilà, je me suis lancée avec mes propres outils. Et quand j'ai créé le cabinet, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment important. Je me rends compte que les jeunes collaborateurs, ils en font quand même à l'école du barreau. Moi, à chaque fois que je recrute un collaborateur, que j'ai un nouveau stagiaire, je lui dis, est-ce que tu as déjà entendu parler du legal design? C'est assez rare qu'on me réponde non. Voilà. Après, je leur donne quelques endroits où se former rapidement ou comprendre un peu rapidement. Et après, nous, on s'est rendu assez vite compte qu'on arrivait à des limites parce qu'on n'est pas des designers. Dans le legal design, il y a design. C'est aussi une fonction importante. Enfin, il y a 3 éléments. Il y a le sachant juriste, il y a le sachant designer et il y a le sachant un peu sciences cognitives. C'est-à-dire qu'est-ce qui va impacter, qu'est-ce qui va marcher, etc. Nous, on est juste juriste, hein, donc on n'est toujours pas designer et encore moins spécialiste en sciences cognitives. Donc on s'est dit en fait, pour passer une étape, il faudrait que on se fasse aider sur les aspects notamment design, parce qu'on voyait bien que notre rendu, on y passait des heures et c'était toujours moche. C'était sur quoi, sur PowerPoint? Ouais, il y avait en plus Canva était pas encore super développé. Quand on a découvert ça, on était tellement heureux. Non, donc on faisait ça sur PowerPoint et c'est vrai que c'était pas beau. Hein. C'était vraiment pas beau. Et après, moi, je trouve que à la limite, c'est pas le plus important. Enfin, que ce soit beau, à la limite, bon, c'est surtout que ce soit clair. Faut que ce soit super clair. Alors je pense que c'était clair, mais c'était moche. Et quand c'est moche, quand même, tu regardes pas, quand c'est ugly, t'es là. Oh, wow. Faut pas mettre un vieux fond où tu vois que dalle. Enfin, c'est pareil, ça reste c'est de la clarté et pour moi, il faut rester simple en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que comme t'as envie en fait d'utiliser, et puis en fait tout le monde part un petit peu avec son truc. Ah ouais, j'ai vu cette flèche, elle est pas mal, elle est canon et tout, je vais la mettre. Ah, c'est bizarre, ça rend rien et tout. Ouais. Et puis tu sais, ta collaboratrice qui a bossé des heures et tout, qui arrive et on peut pas tout refaire, tu vois, donc t'essayes de dire ouais non mais si c'est vrai c'est bien et tout, donc tu te convaincs que ça va et tout ça, et puis tu te dis en fait finalement le client il a pas forcément kiffé, mais bon. En général ils aiment, hein. En général ils apprécient parce que pour eux c'est un gain de temps et beaucoup plus de clarté. Et ce que je disais tout à l'heure, tu vois les espèces de phrases obscures avec des nonobstants, tu vois. Bon, là, au moins, t'es obligé de trancher. Hein. Sur du legal design, c'est difficile de faire flou, en fait. Et donc, à force de s'user un peu sur les PowerPoint, on s'est dit, mais on s'est dit assez vite aussi, enfin moi j'avais des idées assez claires sur les sujets de communication, faut qu'on se professionnalise. Donc il y avait 2 options, soit on faisait appel à une agence de design pour à chaque fois qu'on produisait un truc, vas-y tu me le pimp et c'est sympa. Ce qui est compliqué s'il y a des infos confidentielles en plus. Oui, bon, tu peux faire signer des NDA, des choses comme ça.
Mais ça. Mais surtout, c'était un budget. Et puis, un client, tu lui vends pas. Enfin, tu vois, tu lui vends une consultation juridique. Si tu lui dis tu dois rajouter pour l'agence de design, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, je me sentais pas comme ça. Ouais. Ce qui venait pas vers nous parce qu'on était compétent en legal design. Il venait vers nous parce qu'on était compétent en droit public ou en compliance. Et donc, c'est ça qu'ils venaient chercher. C'était pas forcément un truc super designé. Maintenant, ça commence à venir, hein. Mais bon, c'était pas le cas à l'époque. Donc, du coup, en fait, on a fait pitcher plusieurs agences de legal qui se disaient en tout cas spécialisées en legal design, et on en a sélectionné une qui s'appelle Your Comics et qui nous a vraiment fait une boîte à outils. Ok, trop bien. Chartée Fleurus Avocat, avec nos couleurs, notre magnifique rose, notre magnifique bleu, notre magnifique beige, et Prêt à modifier, quoi. Et voilà, avec des slides, on a essayé de faire des slides un peu en se disant de quoi on a besoin, une frise chronologique, un arbre de décision, des hypothèses, des montages contractuels, des présentations de 3 points. Un gros jeu voilà. de slides, ouais. Et après, nous, on met le wording à l'intérieur, mais on a un canevas, hors canevas, qu'on peut réutiliser et qui nous rassure et qui surtout nous empêche de perdre du temps. Et puis, ils nous ont fait plein de petits pictos aussi. On a dit quels sont les sujets qu'on rencontre le plus souvent, etc. Et voilà. Et puis, on vraiment, et ça, sur ça et sur d'autres sujets, on essaye vraiment d'être hyper en veille sur ce qui se fait. On se dit, on s'alerte entre nous. Tiens, t'as vu ça, c'est génial, c'est beau, c'est machin. Et on peut s'en inspirer. Et comment on peut s'en inspirer? Ok, trop bien. Je reviens un peu en arrière parce que du coup, on est déjà dans l'orga du CAB, mais du coup, t'as fait quelques années en tant qu'avocat associé du coup chez IH, c'est le dernier poste que t'as eu. J'ai fait conseil chez Gilles et associé chez IH. Associé chez IH, et après t'as lancé ton CAB. Pourquoi du coup t'as décidé de lancer l'aventure solo en plus, parce que t'es la seule associée du cabinet? Ouais, tout à fait. Alors, il y a différentes raisons qui m'ont amené à créer le cabinet. J'y pensais depuis un moment. Parce que j'ai assez eu, comme je suis rentrée, on va dire après un certain nombre d'expériences, j'ai assez vite eu une autonomie sur mes clients. Je travaillais pour les clients que moi j'ai amenés, donc du coup c'était forcément toujours un peu une petite business unit que j'ai amené, ou que j'ai développé chez IH. Et chez IH, je suis restée 3 ans. À la fin des 3 ans, j'avais toujours mes clients, mon business, etc. Pas des synergies folles avec les autres membres du cabinet. C'était un cabinet qui était, c'était, on peut en parler au passé, peut le dire, c'était, ouais. qui était spécialisé vraiment en private equity, plutôt pour des fonds, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de problématiques droit public ni trop de compliance. En fait, chez Gide, j'ai vraiment appris à devenir avocate. Je pense que c'est un peu l'autre nom du barreau, de l'ESB Gide, parce que quand j'étais chez Gide, tout le monde me disait moi j'y suis passé, tout le monde est passé chez Gide à un moment donné. Donc pour moi c'était la conversion, donc la reconversion. Donc je suis passée de l'administration à avocate. C'était quand même un choc de culture. Tu m'étonnes. Et chez Gide, j'ai vraiment appris l'exigence qui est liée à un cabinet d'avocats. En plus, dans un cabinet d'une très belle marque, j'ai vraiment appris ce que c'est une profession libérale. J'ai appris le positionnement de l'avocat, etc. Donc ça, j'ai vraiment appris ça chez Gide. Et chez IH, ce que j'ai appris, c'est plus comment on organise un cabinet, parce que j'étais conseil chez Gide, j'étais associée. Donc j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était une entreprise. Que c'était une entreprise, et puis vous le savez chez Anomia, qui a un positionnement. Et en fait, moi, j'étais pas vraiment support chez IH, et surtout, j'étais pas au cœur du positionnement qui était le private equity et voilà, le M&A en private equity. Donc du coup, ça avait pas forcément beaucoup de sens que je reste là-bas. Ils avaient pas beaucoup de besoins en droit public. Et donc c'est là que il y a eu le Covid, donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait ça. Et surtout, j'avais pas envie de créer un énième cabinet en droit public, parce qu'il y en a plein et que je voyais pas vraiment la plus-value à être un nouveau cabinet en droit public. Mais comme j'avais commencé à développer une compétence sur la compliance, je me suis dit, en cabinet
pour moi, un cabinet en droit public et en éthique des affaires, ça a du sens. Ça n'existe pas. Et c'est une super idée. Et c'est ça que j'ai envie de lancer. Voilà. Et j'avais envie que ce soit prime, quoi, que ce soit pas juste une sous-marque d'un cabinet ou tu vois, un sous-business d'un cabinet, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit autonome et qui s'assume comme tel et qui dise, voilà, l'éthique publique, la compliance, ça a un lien avec le droit public. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. La compliance était complètement trustée par les pénalistes. Et donc, pour moi, ça avait du sens et j'avais envie de le dire haut et fort. Voilà. Trop bien. Trop bien. Et du coup, tu te lances seule? Oui. Enfin, j'ai tout de suite... T'as tout de suite une collab? J'ai tout de suite 2 collabs. Ok, ah oui. Donc, tu arrives direct avec ton équipe. Alors, non, je les ai recrutés pour le cabinet. Je ne les connaissais pas avant. Trop bien. Et donc, après, tu avais l'expérience. Donc, puisque finalement, chez IH, tu avais déjà cet aspect de management. J'imagine que tu n'étais pas toute seule dans le département. Alors, oui, il y avait un peu de management, mais j'avais plutôt cette expérience de la région, de vraiment manager. Okay. Là, quand on est associé, on ne manage rien du tout. Il y a un management collectif, mais non, je ne manageais pas vraiment. Du coup, là, tu as quand même appris pas mal de trucs sur le tas. Oui, surtout être chef d'entreprise. Ouais. C'était quoi les difficultés un peu que tu as rencontrées Alors, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on minimise beaucoup dans le métier d'avocat. On se dit, pour être un bon avocat, il faut être bon en droit. Mais en fait, un avocat, c'est un chef d'entreprise. Surtout quand tu es tout seul, mais même quand tu es un peu, même quand tu es associé, parfois tu es un peu à la tête de ta propre business unit. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai découvert, c'est vas-y, tu es tout seul, sans filet, tu prends ton risque et. C'est le pari, quoi. Et t'y vas, quoi. Donc, c'est le même risque que n'importe quel entrepreneur va prendre pour créer sa boîte, créer son fonds de commerce, créer sa boutique. Et donc, ça, c'est assez vertigineux. Alors, c'est hyper gratifiant. C'est super agréable quand ça marche, etc. Et puis, quand t'as des difficultés, quand t'as des... C'est plus dur. Voilà, c'est normal. C'est vraiment très dur parce que t'es tout seul et du coup, t'as pas de filet. Mais alors du coup, pour ceux on en a parlé au tout début, mais ceux qui connaissaient pas Fleurus, on sent le côté du coup IH, qui pour le coup ils étaient hyper originaux. Je crois que le site est encore en ligne, donc vous pouvez regarder. Je sais pas quand est-ce qu'il va être fermé, mais concrètement, tu as quand même toi direct lancé sur quelque chose. Tu t'es pas dit, c'est pas que un cabinet en droit des affaires, en droit public et compliance, mais c'est aussi, tu es tout de suite parti sur quelque chose d'un peu original en termes de branding, de marque, etc. Moi, j'adorais la com de IH. J'étais triste de la quitter. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je peux le faire toute seule. Je suis capable de le faire toute seule. Donc, ça a pas été évident parce que quand j'ai créé le site internet, notamment, puis on en avait parlé au moment de... avec Ourama, j'ai dit ouais, je voudrais quelque chose un peu iconoclaste, un peu différent, etc. Pas ce que fait IH parce que c'est pas moi, mais quelque chose qui soit différent, qui se distingue. Et puis de toute manière, je veux faire un cabinet qui soit différent, qui soit riche de toute cette culture. Je viens de l'administration. Pour moi, c'est pas honteux. C'est même, j'en suis très fière. Voilà. Donc, je veux que ce cabinet, il me ressemble. Et ça aussi, c'était important. C'est pour ça aussi, ça a motivé la création du cabinet. C'est-à-dire, on peut faire un cabinet d'avocats différent, en ce sens qui me ressemble. Et tu as eu des retours, justement, clients un peu là-dessus, en disant, je suis tombé sur votre site, j'ai adoré, ça change, ça fait du bien, ou justement, des gens qui ont dit, oula, c'est quoi ça? Alors, non, personne m'a jamais fait de critique négative. Je pense que les gens se le gardent pour eux. En revanche, sur les collabs, c'est vrai que très, très souvent, ils me disent, j'adore votre site, j'ai candidaté parce que j'adore votre site. J'en avais une fois qui m'a dit, j'ai appelé ma mère pour lui dire, mais tu vois, ça peut être bien un site de cabinet d'avocat. Donc parce qu'elle était d'origine canadienne et je pense que peut-être qu'il y a plus d'innovation, j'en sais rien, mais et j'ai eu du mal à faire comprendre à l'agence que j'avais recrutée à l'époque que je voulais quelque chose de différent. C'est-à-dire que je me souviens très bien ce moment, pourtant je leur avais dit, je veux quelque chose de différent. Et je me souviens très bien ce moment où ils m'ont dit, mais
tu penses pas qu'on pourrait te mettre en photo derrière ton bureau limite en robe, quoi. Enfin, c'était limite si le mec me proposait pas la balance pour illustrer le cabinet. Enfin, voilà. Donc, non, je pense que... Et c'est bien de s'autoriser à s'enlever les barrières, à penser en dehors des barrières. Et en même temps, notre site, dans sa structure, il n'est pas si original que ça. C'est-à-dire que après, c'est simple, on retrouve l'équipe. Parce que moi, j'ai aussi fait pas mal de benchmarks quand j'ai créé le site. Je trouve que aller sur un site où on retrouve pas, par exemple, l'équipe, c'est insupportable. On trouve pas les références, ou on trouve pas les compétences. Donc, finalement, dans la structure, il reste quand même assez simple. Mais après, il y a une petite touch. Voilà. Mais c'est là où, tu vois, t'as pris le bon côté d'Ayash et pas le mauvais. Parce que c'est vrai que moi, le truc que en fait, le site d'Ayash, j'arrivais jamais à savoir où je devais aller. C'est ça le problème. Pourtant, le site était trop cool. Mais en fait, je comprenais que certains n'aiment pas parce qu'en fait, tu t'y perds. Alors que le tien, pour autant, c'est clair. Et faut jamais mettre de côté la clarté pour du design parce qu'on s'en fout en soi. En fait, tu accroches avec ce que tu as créé. Tu vois, pour ceux qui iront voir, tu as des fleurs qui s'ouvrent, tu as une danseuse qui passe au milieu, tu as le logo qui est grave beau au milieu. Enfin bref, tu es accroché et derrière, par contre, tu t'y retrouves. Parce qu'en fait, si tu t'accroches quelqu'un pour que le mec il se perde, en fait, oui, c'est dans tous les cas, tu l'as perdu. Puis de toute façon, je pense que les gens qui vont sur un site de cabinet d'avocats, ils y vont pour connaître les compétences, connaître qui travaille, qui est derrière, connaître éventuellement les références. Mais voilà, il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Quand on va sur un site internet, on va chercher 2-3 informations, pas beaucoup plus en fait. Ouais, c'est ça. Après, alors peut-être parce que je suis dans ces dîners du coup forcément, mais que tu vois, quand j'en parle, moi tout le temps, à chaque fois, les gens ils ouvrent leur portable, me disent regarde le site justement, et après ils sont là, ils font c'est pas ouf et tout, mais ça m'étonne pas, c'était pas si bien que ça. Tu sais, il faut pas créer un effet d'effet. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve que t'as aussi des gens, ils découvrent aussi le site de leur cabinet, ils font putain, c'est la classe. Il est classe mon avocat, tu vois. Il y a un petit côté, moi c'est du bonus. Hein. Franchement, c'est pas ça qui fait ton activité. Mais bon, c'est vrai que c'est bon à prendre. Ok. Et du coup, au début, vous étiez 3. Tu as réussi à développer le truc petit à petit. Aujourd'hui, vous êtes entre 7 et 8, tu m'as dit. Ça dépend, j'imagine, si un stagiaire ou non, un alternant qui part de temps en temps. Comment tu as structuré un peu ton cabinet ? Comment vous arrivez à vous organiser ? Comment tu vas chercher un peu justement des nouveaux projets ? Est-ce que ça vient naturellement grâce à ton positionnement ? C'est naturel. Les dossiers, ils tombent. Non, c'est un vrai sujet. Des fois, c'est le cas, t'as l'impression. Super, faut me donner l'influx quand même là. Mais c'est vrai qu'il y a un effet boule de neige, quoi. Mais moi, je suis partie de zéro parce que j'étais pas en cabinet d'avocat, j'ai pas été, on m'a pas transmis des dossiers, même si peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vraiment vu. Donc j'ai vu la construction de ce fonds de commerce. C'est pas forcément évident, mais il y a quand même un effet boule de neige, un effet bouche à oreille qui fait qu'au bout d'un moment, effectivement, tu as des gens qui te contactent parce que alors je raconte souvent cette histoire, mais par exemple on a été contacté par la Commission européenne pour nous confier un dossier. On a été super contents. Ils ont envoyé un message sur le Hello at Floris Avocat, c'est-à-dire même pas à moi. Donc on s'est dit au début c'est un fake en fait, et on connaissait pas la fille, quoi. Donc et puis non, finalement on a eu le dossier, ça s'est super bien passé. Donc j'ai pas osé immédiatement lui demander comment elle avait eu nos coordonnées, mais quand on s'est rencontrés, je lui ai dit au fait, je vous ai jamais demandé comment vous avez pensé à faire appel à nous. Et elle me dit je sais plus. Donc elle était à Bruxelles, elle a dit je sais pas, j'ai tapé meilleur cabinet d'avocats Paris et je tombais sur vous. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça l'histoire. Mais bon, voilà. Donc parfois tu. Des fois ça tourne. Moi j'ai tapé sur Google, je suis pas tombée sur moi. Okay. Donc voilà. Donc elle a pas peur de payer cher, hein, parce qu'il y a pas pire requête pour se faire avoir par un mec qui te facture des 1000 et des 100 pour pas grand chose. Non, mais ils ont validé le devis d'abord. T'inquiète pas. Puis, non, mais ça va. J'imagine que c'est pas les seuls au début. Non, mais je sais pas. Elle avait dû mettre quand même un ou deux mots clés supplémentaires, et puis peut-être qu'elle a pas du tout tapé ça. Enfin, je sais pas. Mais effectivement, comment on s'est structuré en fait. On a vraiment deux pratiques qui sont le droit public et la conformité, compliance, éthique des affaires. Et vraiment, le pari
qu'on a fait, je dis on parce que le collaborateur que j'ai recruté aussi sur ce sujet, voilà, on était d'accord sur la vision, c'était de dire, bon, la compliance, la conformité loi Sapin 2, aujourd'hui à l'époque, donc on est en 2021, la loi a 4 ans, 5 ans, on se dit, on savait que les acteurs privés, eux, ils s'étaient mis au diapason de la loi, ils avaient développé des programmes de prévention de la corruption, etc., parce qu'ils avaient un risque de sanction, mais la loi, elle s'applique aussi aux collectivités locales, aux personnes publiques. Et nous, on s'est dit, on sera les meilleurs pour adresser ce public-là, parce qu'on fait du public et on fait de la compliance pour des personnes privées, donc on va vraiment être super bon. Et s'il y a 36 000 collectivités qui doivent se doter d'outils de compliance, c'est un marché énorme qu'il faut qu'on aille... ça va être génial. Carrément. Et donc on a démarché des collectivités et ça n'a rien donné. Pendant 1 an et demi, on n'avait que des personnes privées qui faisaient envoyé un petit mot, tu comptes aller on a parlé aux collectivités qu'on connaissait. Moi, j'avais quand même un réseau. On a fait des mailings. On a eu 0 réponse. Donc on avait vraiment fait un pari qui était on fait de la compliance pour le secteur privé, mais aussi éventuellement pour le secteur public qui lui y est soumis. Et en fait, non, les mecs, ils disaient, les collectivités disaient, oui, mais on fait déjà des trucs, on est déjà compliance, en fait, on est au service de l'intérêt général, donc on est incorruptible, tout le monde le sait, évidemment. Donc on n'a rien à mettre en place, puis on n'a pas les budgets, ce qui est vrai, puisque, il y a plein d'autres choses à faire avant, on n'a pas le temps aussi, on n'a pas les effectifs. Donc en fait, c'était vraiment pas une... Et ça prenait pas, et donc au bout d'un moment, la pratique compliance, alors elle marchait bien parce qu'elle marchait bien pour les acteurs privés, mais ce qu'on pensait être une mine d'or, en fait, c'était ça marchait pas du tout. Et puis il y a un an et demi, ils sont tous réveillés. Ouais. Aidés en ça par les chambres régionales des comptes, les corps d'inspection, etc. On commençait à leur dire, mais les gars, il faut vraiment s'y mettre là. Même pour nous, en tant que citoyens, que ça commence à se réveiller. Voilà, exactement. Et là, donc ça fait 1 an et demi qu'on commence beaucoup plus à travailler pour les acteurs publics. Alors, ça a commencé par les parapublics, comme par exemple les fédérations sportives qui étaient... Qui sont des associations donc de droit privé, mais délégataires de services publics. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ou des établissements publics mixtes ou des entreprises publiques, etc. Et puis après, ça c'est maintenant, on a vraiment des clients collectivités sur ces sujets. Et on en parlait avant le podcast. Tu as des personnes qui te renvoient ces dossiers-là, d'autres avocats qui te renvoient ce type de dossier? Genre quand ils entendent parler de corruption et que c'est lié à de l'acteur public, ils t'envoient alors normalement, pour travailler pour une collectivité publique, il faut répondre à un appel d'offres. Ok. Donc, mais il n'y avait pas d'appel d'offres il y a 2 ans, mais maintenant il y en a beaucoup. Donc, en principe, c'est pas sur. Alors après, dans le processus d'appel d'offres, je me rends compte beaucoup là, parce qu'on en gagne pas mal. Ils appellent. En fait, parce que tu dois mettre des références, donc ils appellent, etc. Donc ça, c'est bouche à oreille, mais un peu provoqué, quoi, on va dire. Ce qui est assez sain. Et effectivement, après, oui, j'ai des confrères, j'ai beaucoup de confrères qui savent que leurs clients doivent développer des programmes de conformité ou être conformes à la loi Sapin ou font l'objet d'un contrôle de l'AFA ou un truc comme ça. Et là, effectivement, ils peuvent m'appeler parce qu'ils savent que je fais ça. Pour bosser, parce que j'imagine que c'est bien technique en plus. Ok, trop bien. Et c'est quoi un peu les ambitions là pour le cabinet ? Alors les ambitions pour le cabinet, c'est déjà, c'est de continuer vraiment à devenir un acteur majeur sur, et de s'inscrire vraiment comme un acteur de référence sur les sujets de conformité, mais aussi de droit public. Là, mais là, on est plus installé, on va dire, sur le secteur droit public, mais en tout cas sur les sujets de compliance. Vraiment de s'installer. C'est assez marrant parce qu'on a ces 2 pans d'activité, donc pour nous elles sont liées, hein, mais pour beaucoup de gens elles ne le sont pas. Mais c'est vraiment 2 business qui sont totalement, 2 écosystèmes qui sont totalement différents. Tu as le droit public qui est vraiment hyper structuré, les prix sont fixés, les acteurs sont en place, donc tu arrives à te faire ta place, ça va, etc. Les procédures sont connues.
la compliance, c'est à vraiment faire. le Far West, quoi. Donc, les prix, voilà, sur les appels d'offres, à chaque fois qu'on les gagne, à chaque fois, je dis, bon, on était combien? Bah, vous étiez hyper nombreux, et des profils totalement différents, les prix, c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, etc. T'as des acteurs aujourd'hui qui disent qu'ils font de la compliance, parce qu'au début, en fait, quand la loi est sortie, tout le monde a dit, ouais, moi, je sais en faire, personne n'en avait jamais fait. Mais là, il y en a qui continuent à dire, moi, je sais en faire, alors qu'il y en a qui en ont vraiment déjà sur fait. le tas, ouais. Donc en fait, vraiment le marché il est vraiment en train de se structurer. C'est super marrant De voir comment ça se développe. ouais, d'être à ce stade-là de. Et t'es pas obligé de me maturité. répondre, mais j'imagine, alors ça se trouve tu vas me dire pas du tout, mais est-ce qu'il y a quand même des cabinets qui sont venus vous voir là en disant tiens, nous on a besoin on aimerait bien développer ce département, est-ce que tu veux pas te faire absorber t'as des gens qui sont venus vers vous ou pas du tout pour le moment? Alors des chasseurs, Non, mais pas pour de la enfin, des gens qui veulent racheter le cabinet. non, alors j'ai des chasseurs qui m'ont proposé de m'associer dans des cabinets, donc Ok. c'est indirectement oui, mais en général, je dis non, j'investis pas plus en fait sur pourquoi, etc. parce que j'avais pas du tout envie. Et des propositions de rachat, non. Ok. Ouais, je me suis dit, à mon avis, vu la taille et justement le positionnement, bon, ça devrait pas tarder. Bon, tu verras, tu en feras ce que tu voudras. C'est un appel. Ouais. Non, bah, enfin, Vous pouvez faire des propositions. Tu vois, j'en parlais avec. Parce que, pareil, tu me parlais du site, de la marque employeur. Enfin, j'avais fait un podcast avec le fondateur de Orwell. J'ai oublié William O'Rourke. Et pareil, lui, de niche, parce que finalement, ça reste une niche là, sur ce quoi tu t'es lancé. Et il y a quand même des gens qui les contactent assez vite. Donc, je me suis dit qu'à mon avis, ça aurait pas tardé qu'on te contacte aussi. Donc, ça m'intéresse toujours de voir, parce que maintenant. Je t'appellerai. Ouais, tu me diras. tu me diras s'il y a là. Bon, enfin, c'est plus. Je le vais découvrir si un jour tu te fais racheter. Mais. Non, mais après, je peux te dire non. Oui, carrément. Et qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? C'est quoi un peu tes objectifs à titre perso? C'est d'essayer de continuer à grossir un peu, d'avoir d'autres collabs, d'associer des gens, d'être le leader du droit public ou d'avoir un beau bateau qui continue tranquille, où tout le monde se sent bien. C'est quoi un peu? Bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir de pas comment dire, de continuer à avoir la niaque pour être sur la brèche sur les nouveaux sujets, parce que je trouve ça vraiment sympa d'être dans des sujets comme ça qui sont porteurs. Donc là, on va se mettre sur vigilance, CSRD, et c'est hyper gratifiant. En tout cas, moi, c'est ça mon driver, en fait, hein, d'être au cœur de l'actualité, de pouvoir se positionner sur plein de sujets et d'avoir le sentiment d'être au cœur d'un système qui bouge, quoi. Mais c'est aussi assez fatigant, parce que voilà, on est toujours en inconfort, on se met toujours en danger à aller toujours un peu plus loin, etc. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est de garder cette niaque et ce courage, et de pas devenir blasé, quoi. Vraiment. Parce que finalement, en ouvrant toi un peu ton champ des possibles sur d'autres problématiques, en fait, tu ouvres des nouvelles offres. C'est une forme d'ouvrir les offres. Exactement, en fait, hein, exactement. Ouais, c'est intéressant. Parce que faire ce qu'on fait actuellement maintenant, qu'on sait vraiment très très bien faire, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se répète, quoi. Donc c'est pour ça que le legal design, ça me plaît. C'est pour ça que l'IA, ça me plaît. Ouais, on n'en a pas parlé, mais bon, tu vous mettez en place ça pour le coup, vous utilisez un petit peu. Alors moi, vraiment, les collaborateurs, je leur dis, il faut absolument travailler avec ça, parce que moi, j'ai commencé à travailler avec des... Vous n'avez pas pu tester Dallos, du coup, vous n'avez pas eu accès? Mais si, on a accès à Dallos. Oui. Oui, c'est vrai. On a rencontré Katie. Voilà, je pense exactement. Et vous l'utilisez? Et on l'utilise, mais tout le temps. On est hyper fan. Vraiment. C'est une belle pub, attends, là, elle sera trop contente. Magnifique pub merci Dalloz, et pour cette intelligence artificielle, je trouve ça génial. Mais avant, on utilisait ChatGPT, et là, merci à toi, parce que c'est toi qui m'as fait une formation sur ChatGPT. Sur l'outil. Je pense que vraiment, je me souviens, c'est-à-dire ça m'a complètement ouvert les yeux, parce que j'avais fait ce que font tous les avocats, c'est-à-dire j'avais posé une question juridique à ChatGPT, j'avais dit c'est nul, voilà,
voilà, Ouais. donc tu m'as appris à prompter et tu m'as appris surtout que c'était pas que fait pour répondre à une question juridique. On pouvait faire plein de trucs, des posts, des mails, des devis, enfin voilà. Même je connais des gens qui l'utilisent un peu comme sparring partner pour Ouais. avoir des idées stratégiques, etc. Ça marche bien en vrai. Ouais, franchement, j'ai même appris qu'en fait, ils te forment à prompter en fait ChatGPT. Ouais, si tu veux, ouais, tu peux lui demander. Explique-moi comment prompter. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu même pas. Enfin, tu peux faire des formations parce que Ouais. finalement, tu te poserais pas ces questions-là de premier abord en disant que tu es sur le truc, tu sais pas l'utiliser. Tu arrives sur un truc tout blanc, il se passe rien, tu dois parler un truc, tu sais pas. Mais c'est vrai que si tu as la curiosité de te dire, bah attends, finalement, on va lui demander à lui-même. Et après, en fait, tu peux ne jamais t'arrêter, quoi. Ouais, bien sûr, c'est fou. Trop bien. Et puis après, les intelligences artificielles génériques, qui sont développées par les éditeurs juridiques, c'est génial. Franchement, on adore. Nous, donc, on tu prend n'utilises pas que Génial, tu utilises d'autres outils. celle de Nexis. Ok. Parce que moi, je participe au comité de rédaction donc t'as accès d'une grâce à ça. revue, donc Lexis, je les aime bien aussi. Non, mais c'est trop bien. Critique. Et voilà, moi, c'est les deux que j'utilise, mais moi, je dis tout le temps à mes collaborateurs, vraiment, laissez-vous... ouvrez-vous tous les chakras là-dessus. Surtout que si les jeunes ne s'y mettent pas, qui va s'y mettre, quoi. À un moment, Oui, et puis de toute façon, ce sera vraiment l'outil de demain. Donc, il faut vraiment apprendre dès aujourd'hui à travailler avec. Moi, quand j'ai commencé, j'avais des gens qui, en juridiction, ils continuaient à chercher les jurisprudences dans les lebons, ce qu'on appelle les lebons. Nous, on a été baignés avec une base de données géniale qui s'appelle Ariane et Lexis, qu'on utilisait beaucoup à l'époque pour faire des recherches. J'ai vu la difficulté de switcher du papier à la... Putain, en même temps, tu imagines le truc. Mais en fait... C'était l'enfer à l'époque, mais bon, quand on crée une boîte comme machin... Mais t'as pas le choix, je veux dire, donc là, génial, c'est demain. Enfin, pas génial, pardon, mais l'IA, en tout cas, c'est sûr que tout le monde va l'utiliser et il faut très très vite s'en saisir. Mais moi, c'est justement ce que je me demandais, c'est est-ce que du coup, elles sont aussi efficaces quand tu es sur un truc de niche qui est pas aussi... parce que j'imagine qu'en droit public, c'est plutôt patate et ça envoie, mais par contre, sur de la compliance, c'est peut-être plus compliqué, ou justement, ça va, ils arrivent vite à se mettre... Alors, ce que je trouve bien avec celle de Dalloz, c'est justement sur la compliance, il y a tout un aspect en fait prospectif où on va imaginer notamment des scénarios de risque. Oui, c'est vrai. Et donc, et celle de Dalloz, elle a ça, elle a les questions connexes. En fait, tu poses une question et derrière, tu as les quatre petits champs qui se préparent pour dire voilà, ça peut être. Oui, mais tu as les questions. Et puis, il y a une case aussi qui est cas d'école ou je sais pas quoi, cas d'usage. En cas d'usage, ça c'est super pour nous. Donc non, oui, ça nous sert pas pour faire directement, mais de toute façon, ça remplace pas l'avocat. Je sais qu'il y en a plein qui pensent que oui, mais voilà, ça nous prémâche pas notre mémo, notre analyse, notre cartographie des risques, etc. Mais par contre, ça peut nous donner plein d'idées et pour ça, c'est génial, quoi. Et pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas accès à Dalloz, parce qu'ils sont pas avocats parisiens de 2 personnes, enfin tu vois, t'as pas toutes les conditions ou machin. Moi, il y a un autre outil qui s'appelle Perplexity, mais qui est aussi bien pour faire du référencement, etc. Et ça va un peu plus loin, pareil, c'est un peu dans le même délire que Génial, c'est il te répond à la question, il met les sources, donc ça c'est très bien, c'est gratuit en plus. C'est génial, ouais. Et après, il te pose des questions annexes. Et ça, c'est vachement bien parce que pour ceux qui n'ont pas accès à ces outils, qui n'ont pas envie de mettre encore de l'argent, bah déjà c'est un premier pied. Mais en réalité, franchement... je comprends pas un cabinet aujourd'hui qui met au moins pas un seul de ces outils-là en place parce que, comme tu dis, ça fait quand même aller beaucoup plus vite et te poser des bonnes questions derrière. Et puis, comme tu dis, les clients, de toute manière, moi, je peux poser une question, mais j'en aurais aucune idée si c'est bon. Donc, j'aurais toujours besoin de vous pour me dire bien c'est sûr, validé. bien sûr. Il arrive qu'il y ait quand même des erreurs, hein, même c'est sur normal. Génial. Mais d'ailleurs, au début, c'est marrant parce qu'au tout début, lorsqu'on avait fait des podcasts avec les personnes qui faisaient de l'intelligence artificielle, ils étaient là, non, il n'y a plus d'hallucination, ça y est. Et en fait, ils sont vachement revenus là-dessus en disant, en fait, non, on n'arrive pas et personne n'y à qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour le moment, en fait, ils disent que c'est pas possible. Donc, les erreurs, c'est différent des hallucinations quand même. Parce que là, moi, ça m'est arrivé il y a 2 jours. Vraiment, il te propose une réponse il a inventé une jurisprudence. Ouais, mais c'est ça une hallucination. Ouais. Ok. Mais c'est différent d'une erreur, parce qu'une erreur, tu vois, j'ai eu des erreurs où il y avait eu des mauvaises compréhensions du mot, par exemple.
Bon, ça, c'est une erreur pour moi. Une hallucination, Ouais, c'est dangereux. c'est Parce que dangereux. le jour où tu t'envoies ça au... Et en plus, c'est hyper vraisemblable. Hein. T'imagines, Ouais. t'es magistrat, tu vois ça, tu fais, mais c'est quoi ce bordel? Ouais. Enfin bref. Ok, trop bien. Et bah écoute, je te souhaite que ça se passe comme ça. Et puis merci beaucoup, Fleur. Allez voir hein, la communication. On n'a pas trop parlé, mais t'es pas toute seule sur le sujet. Et vous communiquez super bien. Il y a un beau dynamisme. Et c'est pour ça que je me suis dit, à mon avis, vu comment ils communiquent bien. Mais déjà, tu communiques bien aussi sur ta cible. Donc peut-être que ça. Je sais pas si d'autres cabinets, beaucoup te connaissent. Mais j'imagine que quand même. Ouais, si, Mais je trouve que vous avez l'intelligence de communiquer autour de ce que vous faites et ce qui est le plus important. Parce qu'il faut arrêter de communiquer pour d'autres avocats, ça n'a aucun intérêt. Bon, en tout cas, voilà, je vois que ça se développe bien. On se refait ça dans 5 ans, quand tu auras encore créé une machine énorme. Bon, bah, merci à toi. À très vite. Merci.